On va démarrer. Bonjour Emma. Bonjour à tous qui êtes venus en live ou qui regardez la vidéo en replay. On va aborder beaucoup de statistiques aujourd'hui. Ce sera disponible pour ceux qui sont là, ce sera disponible en replay. Vous aurez accès aux slides, mais plus tard dans la journée, on vous enverra ça. Et je pense que ça vous intéressera. Voilà, je vous présente Emma, qui est consultante en stratégie commerciale, qui parle à des centaines de dirigeants. Bonjour. Voilà. Et donc Nicolas, que vous connaissez peut-être pour son livre Les nouvelles machines de guerre commerciale. Merci Emma pour la publicité. Donc vous avez répondu à un sondage quand vous êtes inscrit, donc je vous remercie, on verra ça tout à la fin en fait. Et l'objectif c'est qu'on puisse avancer assez rapidement, ça va être très dense. Voilà, donc je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure parce que ça va vous donner peut-être plein d'idées pour votre entreprise de qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Voilà. Je vous propose de démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir une espèce de vue d'ensemble des 500 champions. Alors Emma, tu nous parleras juste après du classement, comment il est fait. C'est un classement qui est publié chaque année par Les Échos et Statista. Voilà. Et donc on va voir ça, ensuite on va focaliser vraiment sur le B2B, hein, sur cette partie-là, et puis ensuite on verra tous les facteurs, qu'est-ce qu'on a pu déterminer, qui nous semble être expliquer les ingrédients de cette croissance et qu'est-ce qu'ils font de mieux que les autres. Donc je te propose Emma que tu nous parles de ce classement. Ouais, alors nos 500 champions, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet de Statista. Le critère principal finalement pour l'étude de ces 500 champions, c'est qu'ils aient en 2017 un chiffre d'affaires de au moins 1 500 000 euros. Et ce qu'on remarque, c'est que en fait, il y a toute taille d'entreprise. Ça va de la start-up à la PME et on retrouve quelques grands comptes. Ok, Euh, bien. pour aller un petit peu plus loin donc, sur l'étude de ces 500 champions, on a commencé en fait par utiliser un de nos outils anciennement nommé Ceradar, qui a plus de 400 critères, donc ça nous a permis vraiment de faire des recherches. Donc là, on est sur les données légales de nos 500 champions. Ce qu'on retrouve, c'est que finalement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toute taille d'entreprise, de la start-up à la PME. En majorité, on est quand même sur un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Et plus étonnant, en fait, les sociétés en question ont... Donc c'est pas de la jeune start-up et c'est pas non plus de la très grosse entreprise. Ouais, C'est c'est ça. ça. Et voilà, elles ont... La plupart, 70% d'entre elles ont 5 ans au moins de date de création. Et 40%, il me semble, ont plus de 15-20 ans. Ce qui est vachement intéressant, on imagine toujours que c'est les petites startups de la rue du Sentier qui font le plus de croissance. C'est pas forcément le cas, c'est ce que ça nous montre. Je vois aussi il y a 66% de B2B. Ouais, C'est étonnant. on Un aurait peu. cru que ça serait plutôt du B2C, pardon, parce que c'est du mass market. Et en fait, plutôt B2B, ce qui nous arrange en plus parce que ça va être l'objet de notre webinaire. Voilà. Donc, moi, je me suis amusé à faire une segmentation autour de ça. La segmentation, c'est pareil, c'est une autre partie de l'outil, mais qui, au lieu d'être sur les codes NAF, hein, vous savez, les limites des codes NAF qui ont été créés il y a pas mal d'années, on va travailler sur de la sémantique. Donc, c'est une partie de cet outil qui s'appelle la segmentation et qui va travailler sur des algorithmes sémantiques pour pouvoir comprendre vraiment ce que sont ces business-là. Et quand on regarde, effectivement, alors on va retrouver toutes les grandes tendances, les médecines alternatives, les performances énergétiques, le bio, etc. Et puis, on va se rendre compte aussi que souvent, c'est quand même beaucoup des business établis. Donc, il y a tous les services informatiques, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'immobilier. Voilà. Et ce qui m'a semblé super intéressant aussi, c'est que quand on regarde ensuite les sous-segments dans l'immobilier, on se rend compte que c'est plutôt des activités traditionnelles. C'est-à-dire que dans l'immobilier, c'est pas tant les Airbnb, visites virtuelles, etc. Quand on regarde, c'est des agences immobilières, c'est des constructeurs immobiliers, et où il n'y a pas de disruption. Hein, la disruption, c'est le fait de rentrer sur un marché avec une innovation et on casse les codes. Et c'est pas ce qu'on retrouve ici. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que par rapport à ce que tu nous as raconté et ce qu'on voit ici, c'est que d'abord, on fait facilement de la croissance en B2B. Il y a beaucoup de Ouais. boîtes en B2B. Voilà. L'autre point, c'est qu'on n'a pas besoin d'être très jeune. Il y a des boîtes de 10, 20 ans qui tout d'un coup se mettent à faire des très très fortes croissances.
On pourrait retrouver des entreprises de société familiale, tout simplement, en fait. Ouais, tout à fait. On n'aurait pas forcément... Ouais. Et sur cette histoire de ça peut être des business très établis, c'est pas forcément du SaaS, software, etc. Et on se rend compte que voilà, c'est pas forcément de la disruption. Celles qui font de la croissance sont pas forcément parce qu'elles cassent un marché. Elles rentrent sur un marché avec une innovation. Et ça nous donne quand même un indice qu'on va voir, on va évidemment le voir en détail, c'est que c'est pas tant la disruption qui va créer la croissance, mais c'est plus comment elles exécutent. Hein, et c'est ce qu'on va voir, comment elles exécutent en termes de process, de recrutement, etc. etc. Voilà. Petit focus sur, puisqu'on a cet algorithme qui est capable de bien nous sortir ce que sont des entreprises B2B ou B2C, voilà. Donc on va essayer de comprendre quels sont leurs facteurs de croissance. Leurs facteurs de croissance, c'est pas tant qu'est-ce qu'elles ont en commun, que si c'est pour nous dire il y a 87% un site web, franchement vous pouvez le deviner tout seul, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder ce qu'elles font mieux que les autres. C'est qu'est-ce qu'elles font mieux que les autres et qui font qu'elles font beaucoup de croissance. Et donc pour ça, à chaque fois on a regardé des critères et on les compare par rapport à un benchmark. Donc en fait on a pris des entreprises B2B qui sont dans cette taille-là, qui sont entre 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en a pris 100 000 et à chaque fois tous les facteurs qu'on va analyser, on va les comparer. Est-ce qu'elles font mieux que ce benchmark? Voilà. Donc on utilise effectivement les outils, je passe juste dessus, comme tu as dit il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de variables dans cet outil, donc il y a beaucoup d'analyses de profondeur. C'est très utilisé, alors un petit peu pour des analyses de marché, mais c'est beaucoup utilisé pour du ciblage, et notamment du ciblage avec des algorithmes prédictifs, mais du ciblage de la prospection pour faire des campagnes marketing plus ciblées, pour faire de la prospection. J'arrête là la page de publicité. Mais voilà, c'est très utile pour ça parce que vous avez vraiment une couverture de toutes les entreprises avec beaucoup de profondeur. Je te propose que tu prennes la main pour avancer. Ouais, alors là, ça va être... quels sont les différents facteurs finalement qu'on a analysés pour pouvoir faire notre étude. Donc dans les premiers, il y a effectivement process et organisation. Donc c'est-à-dire on a été finalement regarder les normes, les brevets ou encore l'organisation commerciale. Ensuite l'ADN du dirigeant, donc c'est-à-dire son âge ou encore son genre. Puis donc la relation avec l'environnement business. Donc là, ça va être finalement l'étudier. Donc est-ce que les sociétés en question font partie, pourquoi pas, d'un groupement d'entreprises, où est-ce qu'ils sont localisés, ou encore... Pour distinguer des entreprises qui sont souvent, comme tu en as l'expérience, soit elles sont un peu auto-centrées, soit effectivement elles vont se connecter avec l'environnement, aller chercher des groupements, aller chercher des cabinets de recherche. Tu as analysé aussi, est-ce qu'elles sont reconnues par des cabinets de recherche? Est-ce qu'on fait le travail d'aller se faire reconnaître par X ou Y cabinet d'analyse? Ensuite, les tendances de société. Les cibles de marché, donc ça va être la taille de leurs clients ou encore le secteur ou le type de persona, tout simplement. Et puis pour finir, l'investissement RH et culture d'entreprise. Donc on va vous présenter pas mal de stats. Prenez des petites notes, ça vous donnera des idées, mais surtout posez des questions au fur et à mesure. Puisque je vous rappelle, on essaie de faire 30, on va essayer de pas trop dépasser sur la présentation de toutes ces analyses. Et derrière, on va prendre toutes les questions-réponses en live. Donc, posez-les au fur et à mesure. Vous êtes sur la page, vous avez un système pour poser des questions. Et on y répondra ensuite très librement derrière. Ok. Je te propose de commencer justement, tu parlais du process organisation. Oui, c'est ça. Donc, le process au cœur de l'entreprise. Donc, d'abord, on a été voir les équipes de prospection dédiées. Et on se rend compte que clairement, nos champions dans le B2B, c'est quelque chose d'important. À l'instar du benchmark, et donc effectivement ils ont mis en place une équipe de prospection qui s'occupe essentiellement de ça, et après les commerciaux qui prennent le relais. Donc ce que dit ce graphe, c'est qu'effectivement tu as regardé le benchmark, de manière générale les entreprises B2B ont 20% de ces entreprises ont mis en place des équipes de prospection dédiées, c'est-à-dire des commerciaux qui ne font pas de la prospection au closing, mais qui vont faire vraiment de la prise de contact, de la qualification de projet. Et ensuite, qui vont donner ça. C'est un sujet qu'on a beaucoup couvert dans les webinaires avant. Et les champions, ils sont 36%. Voilà. Ensuite, norme ISO, où la moitié, on va être sur la norme ISO 9001, qui effectivement peut être une barrière à l'entrée. Je pense notamment pour les appels d'offres, où on va le voir, mais c'est vrai que
nos champions vont prospecter surtout des grands comptes. Et effectivement, les grands comptes, les normes ISO vont être quelque chose d'important pour les réponses aux appels d'offres. C'est un bon indicateur pour comprendre qu'effectivement, il y a des process qui sont mis en place, parce que la norme, c'est vraiment ça, qu'elle soit, quand elle n'est pas environnementale, c'est comment on travaille, comment on fonctionne, les 9001, les 27001, etc. Et c'est vrai que c'est un gros travail de structuration d'une entreprise de mettre en place une norme ISO. Voilà. Pareil pour les brevets finalement, où là, effectivement, encore une fois, les champions c'est quelque chose d'important. Et ça fait des barrières à l'entrée, toujours. Voilà. Et tu as regardé aussi s'ils avaient des outils d'automatisation. Tout à fait. C'est assez anecdotique au final, 7%, c'est pas non plus... on aurait pu imaginer qu'en marketing, ils aient vraiment beaucoup plus d'outils. C'est pas encore énorme. Ouais, tout à fait. Après, par contre, on se rend compte qu'effectivement, tout est au vert, tous les indicateurs sont au vert. Donc, il y a vraiment ce côté process important pour nos champions. Ouais. Je reviens sur le premier parce que je voulais justement faire un petit parallèle. L'année dernière, on avait fait une étude justement, non pas sur les top 500 français, mais sur les top 500 européens. C'était une étude Deloitte. Et on avait regardé en détail, est-ce que ces gens-là travaillent avec des équipes de prospection dédiées ou est-ce que c'est des commerciaux qui font tout et on était non pas à 36%, là dans ton cas, mais à 63%. Donc c'est encore plus intensif au niveau européen. Et je pense que ça indique quelque chose, c'est cette spécialisation, elle crée beaucoup plus d'efficacité commerciale. Elle permet d'aller attaquer un marché beaucoup plus rapidement. Et elle donne une mécanique de prospection qui donne de la visibilité, mais bon, toi tu parles de ça tout le temps, donc tu connais bien, ça s'applique pas forcément à toutes les entreprises non plus, quoi. Non, oui, ça va dépendre à qui on vend, ça va dépendre du panier moyen, y a différents facteurs. Pour voir si c'est rentable et on gagne vraiment en efficacité. Bon, donc si vous avez des questions sur ce sujet, vous appelez Emma, voilà, vous avez avec son plaisir. contact, et puis vous pourrez en parler avec elle, voilà. On a regardé aussi, alors ça c'était intéressant, l'ADN du leader. Eh bien, devinez quoi, chez les champions, il y a beaucoup plus de femmes, jamais assez, soyons d'accord, mais il y a beaucoup plus de femmes que parmi le reste des entreprises B2B, 72% de plus. D'ailleurs, il y a plein d'articles sur ce sujet-là qui sont sortis cette semaine, donc c'est intéressant de pouvoir creuser. Et puis on a regardé aussi l'âge du dirigeant et on se rend compte qu'effectivement, en moyenne, c'est quand même des entreprises qui sont dirigées par des managers ou des fondateurs ou des dirigeants plus jeunes. Voilà. Donc globalement, c'est plus féminin, plus jeune. Encore une fois, les entreprises, parfois, elles ont 10 ans, 20 ans. Alors le moins de 40 ans ne veut pas dire grand-chose parce qu'on regarde leur âge aujourd'hui, non pas l'âge à laquelle ils ont commencé à créer l'entreprise. Mais je pense que c'est quand même, de toute façon, on fait la même chose pour le benchmark, donc c'est significatif, c'est un facteur très fort. Hein. L'âge, visiblement, c'est vraiment un facteur très fort, plus 137%. Voilà. Alors, tu nous parlais de l'environnement tout à l'heure, de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et donc, on a été regarder ce que je vous expliquais, notamment où est-ce s'ils sont internationaux ou pas. On voit clairement qu'ils sont représentés à l'international et que pour la plupart, ils ont le site de décision à Paris. On aurait pu penser que ce soit même plus fort comme type de décalage. Hein. Exactement, ouais. C'est vrai qu'on s'attendait à un taux plus important. Mais bon, en tout cas, ça valide ce qu'on pensait. Ah, et tu as regardé s'ils sont membres de la French Tech. Vachement intéressant, la French Tech. Hein. Il y a 10 000 entreprises qui sont membres de la French Tech. Alors, pour être membre, allez voir sur le site, c'est assez libre et c'est pas réservé à la technologie. Hein. Toutes les entreprises de croissance peuvent se mettre dans la French Tech. On se groupe pour aller à l'international plutôt que d'essayer d'y aller tout seul. Donc, ça montre bien que ça connecte avec l'environnement. Et c'est un facteur très... très fort. Oui, très fort. Hein, on a retrouvé que plus de 10% des entreprises étaient parties de la French Tech. D'accord. Et ensuite, Et donc, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les fameux cabinets de recherche, où donc là, on a encore utilisé notre outil et il y a la partie analyse sémantique. Et donc, on a utilisé des mots-clés. Donc, les mots-clés, ça va être donc tous les cabinets de recherche. Je pense notamment à Ipsos, à Forrester, Gartner ou encore Data Monitor, Kantar, etc., etc. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est quelque chose d'important pour nos champions d'être reconnus par ces fameux cabinets. Et c'est un gros travail. Si vous l'avez fait, vous savez à quel point c'est quand même assez lourd d'aller chercher, se faire reconnaître, les pitcher, etc., etc.
Bien. On va passer sur quelque chose qui est à mon avis très sympa. Mais on va essayer. Ah oui, pardon, il y a aussi l'aspect levée de fonds. Vas-y, je t'en prie. Quelque chose, je pense, où vous vous attendiez très bien à ça. Je pense que vous n'avez pas besoin de nous pour le découvrir. Effectivement, la levée de fonds est important pour les champions du B2B. Ouais. Plus de 200%. Alors, je suis devant, excusez-moi, voilà, 27% des entreprises ont fait, récemment ou pas, une levée de fonds pour financer leur croissance. Bien. On va passer sur les tendances. On s'est demandé, puisque quand on commençait à regarder les sites de ces entreprises, on se dit waouh, ça parle que de big data, ça parle que de X ou Y. Et on s'est dit bon, on va essayer de regarder les tendances sociétales ou les tendances business. Est-ce qu'elles surfent dessus? Voilà. Donc sociétal, vous voyez devant vous, on a mis des exemples, l'autopartage, le mouvement vegan, les circuits courts, le développement durable, etc. Et puis des choses plus business. On en a listé une trentaine, on va peut-être pas tous se les faire parce que c'est un peu lourd. Ouais. Voilà. Voilà, on va faire les premières. Alors donc on a regardé effectivement est-ce qu'elles les exploitaient plus, est-ce qu'elles les surexploitent par rapport aux autres entreprises du B2B. C'était là que c'était intéressant et donc de voir notamment les chiffres qui sont affichés sur votre gauche, qui sont est-ce qu'elles l'utilisent plus ou moins. Il y a peut-être des choses qui t'ont marqué, on en a 30, là il y en a 15. Ouais, effectivement, sur la partie développement durable et énergie renouvelable, on voit que c'est pas forcément le point fort. J'aurais pensé l'inverse. Je crois que la suite est même un peu pire. Enfin, pire dans le sens où c'est plutôt un sale temps, effectivement, pour le développement durable. La silver economy, donc l'assistance aux personnes âgées, c'est pas très porteur pour les acteurs de la croissance. Donc sale temps pour le bio, la souffrance animale et les personnes âgées. Voilà, donc vous aurez les slides pour pouvoir aller regarder en détail si ça vous intéresse. Et puis n'oubliez pas de poser vos questions au fur et à mesure. Mais là, on aurait pu passer 20 minutes juste sur une analyse de tendance. Donc je te propose qu'on essaye plutôt d'avancer. Ok? Ah oui, alors globalement. Oui, du coup, effectivement, construire une proposition de valeur accrochée à une tendance donne 3 fois plus de chances de rejoindre les champions de la croissance. Clairement. Voilà, ils exploitent 3 fois plus que les autres les tendances sociétales ou les grandes tendances business dont on fait partie puisqu'on surfe aussi sur la dominante intelligence artificielle. Ouais. Voilà, donc, ce qui n'a rien d'original. Les cibles attaquées. Ah, ça c'était super intéressant. Donc là, on a effectivement regardé. Alors, on regarde en fait justement, la sémantique nous permet de savoir si on a un champ sémantique, un champ textuel, et il y a des citations de clients, il y a etc. Tout un ensemble de choses pour essayer d'identifier à qui il parle, à qui il s'adresse. Et donc, on regarde, est-ce qu'on voit quand on voit un site, est-ce que ça parle plutôt à un DSI, est-ce que ça parle plutôt à un directeur juridique, ça parle plutôt à un dirigeant généraliste, etc. Et bien sûr, c'est intéressant de le regarder par rapport au benchmark. Donc, par rapport au benchmark, on voit qu'elles attaquent plus les PDG. D'abord les PDG, ensuite le marketing, les DAF, les DRH, les DSI et les directions juridiques. Alors, on voit quand même clairement une différence sur les chiffres que tu as soulignés. Ça attaque beaucoup moins les DSI, beaucoup plus les DAF que la moyenne. Et ce qu'on peut en tirer quand même, c'est que elles suivent probablement mieux les budgets. Toi, c'est des cas que tu rencontres souvent, c'est-à-dire on attaquait des DSI, puis on se rend compte qu'en fait, les budgets informatiques qui se sont déplacés, aujourd'hui c'est les directions marketing, c'est les DAF, etc., qui achètent de la technologie. Et donc, je vous invite à en parler avec Emma aussi. C'est une question que vous posez, je dis, oui, moi je vends au DSI, tiens, comment je vais réarticuler ma proposition de valeur pour aller vendre ça à un directeur marketing, pour aller vendre ça à un PDG. Voilà. Donc ça, c'est des cas vachement intéressants en termes de stratégie commerciale. Voilà. On a regardé également les types d'entreprises qu'elles attaquaient, les segments de marché. Voilà. Donc elles ciblent les grands comptes un peu plus que le benchmark. C'est pas significatif franchement là-dessus. Voilà. Et ensuite on a regardé effectivement tous les clients qui sont cités et on a essayé de regarder, on s'est demandé est-ce qu'elles attaquent plus le secteur bancaire ou plus l'automobile ou plus le luxe, on en a fait plein. La réalité, c'est qu'à part sur l'aérospatial où ça cible moins, mais globalement, ces entreprises-là ne ciblent pas vraiment des secteurs en particulier. Voilà, on reste sur tous les secteurs. En revanche, on met l'accent sur tel type d'interlocuteur plutôt qu'un autre.
Et maintenant, tu pourrais nous parler de la dimension RH. L'investissement RH. Ça, j'adore ce que tu as fait, c'est très intéressant. Ouais, donc on a été regarder en fait les annonces de recrutement, hein, tout simplement. Et l'idée, ce qui compte en fait, c'est se dire, ok, quand j'ai un budget, j'investis sur quoi ? Je recrute quoi ? Enfin, qui plutôt, pardon. Et par rapport au reste des entreprises dans le B2B. Et ce qu'on constate finalement, c'est que nos champions vont investir quand même 2 à 3 fois plus dans les domaines de la R&D et du marketing. Ouais, c'est ça, la question, c'est pas tant où est-ce qu'ils recrutent, c'est quand ils ont un budget pour investir. S'ils ont 100 000 euros, ils ont un poste qui peuvent s'ouvrir, est-ce qu'ils recrutent dans la R&D, est-ce qu'ils recrutent dans les commerciaux ou dans le marketing ? Voilà, donc clairement, voilà, ils investissent beaucoup plus dans la R&D et le marketing que le benchmark. Et on verra tout à l'heure, ce sera très intéressant par rapport au sondage auquel vous avez répondu. Voilà. Il peut y avoir des statistiques qui ne sont pas super claires pour vous. N'hésitez pas, mettez-les en question et puis on essaiera de revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre sur le RH ? Alors là, on s'est carrément amusé. On s'est posé la question déjà de dire est-ce que ces entreprises-là, elles investissent pour le bien-être et le développement personnel de leurs salariés ? C'est compliqué de l'extérieur de comment on va calculer ça. Et le premier point qu'on a regardé, c'est le mécénat, parce qu'il y a une étude de Deloitte qui a fait beaucoup de bruit cette année et qui disait que 73% des 25-35 ans, les forces vives de l'entreprise, 73% des 25-35 ans disent qu'ils veulent travailler dans une entreprise qui a un impact sociétal ou un impact éthique. Et oui, c'est l'effet d'une bombe, mais on le sentait peut-être. Mais donc ça veut dire qu'effectivement, toutes les actions de mécénat sont des choses qui vont vraiment très très bien fédérer les entreprises et les salariés. Et clairement, elle l'exploite 2 fois plus. Voilà. Et puis, on a regardé aussi si c'était... je ne sais pas si vous connaissez Great Place to Work, qui sort un classement aussi chaque année. On essaie de regarder si est-ce qu'elles ont fait cette démarche. Alors, Great Place to Work, c'est une sorte de label avec un classement. Ça se base à la fois sur le salaire, sur l'ambiance, sur le type de management, sur etc. Alors c'est l'autre point. Ouais. L'autre point, on a regardé est-ce qu'elles parlent du fait qu'elles ont un baby-foot, un ping-pong ou une tireuse à bière. Voilà, ça a l'air tout bête. Non, mais là on s'est un peu amusé. On a regardé si elles organisaient des courses en équipe. Mais rien n'est fait manuellement. On fait ça juste en sémantique sur l'ensemble du système. Et on se rend compte que voilà, c'est intéressant. On ne savait pas que 3% des entreprises en France organisent des courses en équipe et communiquent là-dessus. Et 5% des champions. Voilà. Bon, globalement, on se rend compte clairement, à chaque fois qu'on a regardé un facteur, à chaque fois, elles investissent plus. Oui. Elles le font plus. Voilà. Les champions investissent pour offrir de l'appartenance et du sens à leurs salariés, au-delà de la mission de l'entreprise. On est bien, on a fait pas mal de tours. Moi, j'aimerais bien, on va faire un récap global de ces facteurs, voir ce qui était le plus déterminant, puis vous pourrez comme ça noter ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, ce que vous pourriez faire. Donc, bon, comme on l'avait dit, effectivement, il y a l'aspect levée de fonds qui est important. Ensuite, donc, membres de la French Tech sont reconnus par donc, les cabinets de recherche, le fameux Great Place to Work, les outils d'automatisation qui sont aussi donc, importants, ont déposé des brevets, ont une activité de mécénat, les fameux attaquent les DAF. Donc là, effectivement, si ce n'est pas dans votre marché, vous n'allez pas vous mettre à attaquer les DAF, mais ceux qui, en tout cas, les attaquent, voilà, c'est un bon signe. Qui est une cible très difficile, les DAF. Ouais. C'est une cible qui est très difficile en termes de prospection. On a beaucoup de métriques dessus et on sait que... Alors, ils y vont, mais on sait que c'est une population qui est difficile à démarcher. Ouais, effectivement. Ensuite, oui, ont une équipe de prospection dédiée. Sont dirigés par des femmes, donc vous pouvez toujours changer de CEO. Vous pouvez changer de PDG. Voilà. Ensuite, une norme ISO, voilà. Les éléments les plus importants. Et sondage, on va arriver effectivement au sondage. Très bien. Donc, je vous remercie. Il y a 300 entreprises qui sont ici et qui ont répondu au sondage. Donc, merci beaucoup. C'était quand on s'enregistrait et ensuite on vous proposait de prendre 1 minute pour répondre à quelques questions qui étaient évidemment très connectées à ce qu'on allait vous présenter aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, vous avez en vert, donc on reprend les mêmes graphiques et en vert, vous avez vous, alors en tant que global entreprise. Alors, ciblez les grands comptes. Alors, il y a plein de trucs au vert, clairement. Vous ciblez encore plus les grands comptes que le benchmark. Donc ça, c'est super.
Et quand on regarde les cibles, eh ben, écoutez, alors sur les PDG, on n'y est pas encore, mais vous ciblez quand même plus les PDG que le benchmark. Le marketing, les DAF, les DRH, les DSI. Voilà, donc il y a encore un point là-dessus sur le... Faudrait baisser les DSI globalement et monter un peu si vous pouvez sur les DAF, sinon sur les PDG ou les directions marketing. Parlez-en avec Emma, parce que tu as plein de retours d'expérience de gens qui ont basculé, donc voilà, c'est pas toujours simple. Et puis je te laisserai présenter la deuxième partie. Oui. Sur les levées de fonds. Oui, alors effectivement, les levées de fonds, on constate que vous êtes plus ou moins alignés en fait à nos champions. Pareil pour, je pense, aux brevets, normes et qualité. On voit, au contraire, pardon, là, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Il y a vraiment de l'investissement là-dessus, donc très bien. Et beaucoup d'ISO, beaucoup de normes aussi. Ouais. Donc bien processé. On met du process déjà en tout cas. On voit que le process, clairement, c'est quelque chose d'important aussi pour vous. Ouais. Les équipes de prospection, vous avez eu la gentillesse de répondre aussi. Je vais me décaler, vous voyez un peu. Voilà. 40% d'entre vous ont une équipe de prospection dédiée. On est plus que, étonnant. Que nos champions en plus. Très bien. Et puis sur le mécénat, 22% d'entre vous ont déjà des projets de mécénat. Alors mécénat évidemment c'est pas sportif, hein. Oui. C'est mécénat, c'est le handicap, l'humanitaire, la solidarité, etc. À côté de ça, on a quand même 28% qui l'envisagent et donc 50% qui aujourd'hui ignorent ce paramètre. Ouais. Le recrutement. Donc, sur le mix recrutement, ce que montrent nos stats finalement, c'est que clairement, vous privilégiez en fait le recrutement de commerciaux plutôt que la R&D. Donc après, ça peut être plusieurs facteurs. Je pense notamment au fait que c'est pas forcément évident de recruter des ingénieurs. C'est vrai. On sait que voilà, que ça c'est un facteur à prendre en compte. Par contre, voilà, faut faire attention. C'est un risque quand même parce que il y a un risque, je pense notamment au manque de différenciation produit. Oui, c'est ça. La R&D, qu'on soit une société informatique ou une société d'ingénieurs, effectivement, l'investissement en R&D permet effectivement de prévoir l'avenir, de se différencier des concurrents, etc. Moi, je vois aussi... après, ça peut être... Encore une fois, il faudrait le voir individuellement, c'est intéressant, mais pourquoi recruter autant de commerciaux ? Il y a aussi une question justement de mettre en place des outils, c'est-à-dire que des process, des outils, pas seulement au niveau de la production, mais aussi au niveau du commerce. Parce que plus on gagne en efficacité, mieux on priorise, mieux on processe les choses, on automatise, et moins on a besoin d'avoir beaucoup de commerciaux pour attaquer un marché, le couvrir rapidement et prendre des parts de marché. Donc ça peut être aussi cet indicateur-là. Encore une fois, à part vous inviter à chaque fois à venir, vous pouvez me contacter également, mais je pense qu'Emma est plus qualifiée que moi. Ou le contact que vous avez chez nous. Voilà, on est là pour prendre du temps, pas essayer de vous pousser forcément des produits, mais essayer de comprendre avec vous les cliquets sur lesquels, quand on a de la croissance, ça fonctionne souvent par étapes. Ouais. Et il y a des petits blocages, il y a des petites choses, et il faut faire les choses bien dès le début. Et voilà, donc comme tu as plein de retours d'expérience. Ouais, avec plaisir pour échanger sur le sujet, oui. Voilà, très bien. On est arrivé au bout de nos statistiques, et donc je vous invite à poser toute une série de questions. Voilà. Pour ceux qui doivent partir ou qui regardent le replay, on va l'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous invite, si vous avez pris des notes et que vous voulez les partager avec nous, surtout, n'hésitez pas. Merci à vous. Et donc, je te propose, Emma, qu'on commence par prendre les